En 1991, 2 éditions du livre Jurassic Park sont sorties à quelques mois d'intervalle. L'édition hardcover et l'édition paperback. Comme leur nom l'indique, elles se distinguaient surtout par la rigidité de leur couverture, solide ou souple. Mais elles avaient une autre différence, beaucoup moins visible. Dans les remerciements en dernière page se jouait une bataille. Une bataille pour l'attribution du titre honorifique de « celui qui a inspiré à Crichton l'idée de Jurassic Park ». On aurait pu les appeler l'édition Poynard et l'édition Pellegrino. George Poynard est un scientifique. C'est lui qui a découvert que l'ambre pouvait préserver l'ADN des insectes qui y étaient fossilisés. Dans la toute première édition de Jurassic Park, c'est lui qui est mentionné comme étant la personne qui a inspiré les idées exploitées dans le livre. Charles Pellegrino, lui, c'est un auteur aventurier. Dans l'édition paperback, la seconde édition donc, une nouvelle mention a été ajoutée qui précise que c'est lui qui a formulé ses idées en premier. L'histoire ira jusqu'aux tribunaux, qui donneront raison à Pellegrino après 6 ans de procédure. Mais ce verdict en sa faveur n'apaisera pas Charles Pellegrino, dont la carrière continuera de s'entremêler avec la franchise Jurassic Park, jusqu'à orienter ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Retour en 1982. Cette année-là, Charles Pellegrino termine sa thèse à l'université de Wellington en Nouvelle-Zélande. New-Yorkais d'origine, il est parti à l'autre bout du monde pour terminer ses études. Il imagine lancer sa carrière de chercheur en étudiant l'influence de la pression sous-marine sur le comportement migratoire des crabes de Nouvelle-Zélande. Du moins, c'est ce qu'il espère. Mais les relecteurs de sa thèse ne sont pas convaincus par son travail. Les centaines de pages qu'il a rédigées sont jugées d'une qualité insuffisante pour lui valoir le titre de docteur. Pellegrino, lui, il est persuadé qu'on lui fait payer certaines de ses idées un peu trop novatrices. En particulier d'avoir affirmé que ses recherches sur les crabes néo-zélandais lui permettaient de déduire que la vie est présente sous la surface des lunes glacées de Saturne. L'homme n'en démord pas. Il demande une enquête interne à l'université, et en désespoir de cause, il fait appel à la reine d'Angleterre, qui le déboutera définitivement. Il rentrera aux États-Unis sans thèse ni doctorat, mais cette première mésaventure donne le ton de ce que sera sa carrière. Il va se prendre de passion pour des sujets aussi variés que la paléobiologie, l'Atlantide, le Titanic, l'archéologie biblique et le bombardement d'Hiroshima, entre autres sujets, et il se lancera dans des expéditions qu'il retranscrira dans des essais écrits ou filmés. À la fin des années 90, il devient un proche de James Cameron, avec lequel il co-réalisera plusieurs documentaires. Au fil de ses aventures, Pellegrino se fait régulièrement épingler pour son manque de méthode scientifique et de vérification. En 2010, son livre sur Hiroshima est retiré de la vente suite à la mise en évidence d'informations erronées. Il le republiera en 2015 sous un autre titre et chez un autre éditeur. Dans ses travaux sur le Titanic, il sous-entend avoir eu un rôle dans la découverte de l'épave, et il rapporte des anecdotes sur certains passagers pour lesquels il n'existe aucune autre source connue. En fait, quel que soit le sujet, Pellegrino ajoute aux faits ce qu'il leur manque pour devenir une bonne histoire. Et en soi, ce serait pas un problème s'il ne revendiquait pas le statut de scientifique plutôt que celui d'auteur de fiction. Sa prédisposition à la polémique n'aura pas épargné ses travaux de paléobiologie. Après une visite dans une mine d'ambre du New Jersey, Pellegrino avait entrepris de décrire dans un article comment il était techniquement possible de recréer des dinosaures. Encore une fois trop optimiste et manquant de base sérieuse, la publication fut retoquée par les revues scientifiques. En désespoir de cause, Pellegrino publiera finalement sa recette de clonage de dinosaures dans une revue de science-fiction intitulée Omni. J'ai découvert ce truc dans Omni. L'article s'appelle Dinosaure Capsule et tout est dedans.
Suite à l'annonce de la découverte de tissus d'insectes préservés dans l'ambre, Pellegrino émet l'idée que leur estomac pourrait encore contenir des traces de leur nourriture, donc potentiellement du sang de dinosaures. Encore 30 ans de progrès technologiques, et nous serons en mesure d'extraire et de lire l'ADN préservé dans l'estomac des insectes. Ou avec un peu de chance, nous trouverons du sang et de la peau de dinosaures. Si des portions du code sont manquantes, nous pourrions déterminer ce qui manque et le compléter. Peut-être que nous pourrions emprunter à des espèces actuelles les protéines nécessaires à la viabilité du dinosaure. Alors tout serait en place pour générer des chromosomes de dinosaures, que l'on insérerait dans le noyau d'une cellule, dans un œuf, et on ferait ainsi éclore notre propre dinosaure. Son article se distingue encore une fois par l'enthousiasme qu'il exprime à l'idée d'une telle prouesse. Et il se pose seulement la question de ce qu'on pourrait bien faire de ces dinosaures une fois recréés. Une question à laquelle Crichton, lui, saura répondre. À la lecture de cet article de science-fiction, il sait qu'il tient un fondement crédible pour son histoire de parc à dinosaures. Ignorant Pellegrino, il prend directement contact avec George Poinard qui y est cité pour ses travaux sur l'ambre, et il le met seul en avant dans les remerciements de la première édition de Jurassic Park. L'histoire est cruelle. Persuadé d'être un scientifique précurseur, Pellegrino n'a pas vu le potentiel fictionnel de son idée, et il s'est fait doubler par un romancier qui fait carrière en exploitant la méfiance envers la science et la technologie. Étrangement, Pellegrino en tiendra rigueur à George Poinard, contre qui il sera en procès, mais il n'émettra jamais la moindre critique ouverte envers Crichton. À l'époque, après Jurassic Park, Michael Crichton est devenu intouchable. Il gagne tous les procès qui lui sont intentés pour plagiat, et il profite de sa notoriété et de ses apparitions télévisuelles pour troller ses adversaires, que sont les écologistes, les féministes, les journalistes, les scientifiques, vous voyez l'idée. S'en prendre frontalement à Crichton aurait été suicidaire. Alors, en 1995, Pellegrino publie un second article dans Omni. J'ai découvert ce truc dans Omni. Dans ce nouveau texte intitulé Resurrecting Dinosaurs, il décrit l'avancement des progrès scientifiques dans le domaine de l'ADN fossile depuis son précédent article, 10 ans plus tôt. Ce bilan lui donne l'occasion de rappeler à maintes reprises à quel point Jurassic Park a changé la donne et à quel point il est lui-même à l'origine de Jurassic Park. Il fut une époque, il y a environ 15 ans, où je devais passer 30 minutes à expliquer comment il serait techniquement possible de recréer des dinosaures à partir d'une mouche fossilisée dans l'ambre. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Grâce à Michael Crichton et Steven Spielberg, n'importe quel gamin de 8 ans connaît la recette pour cloner des dinosaures. J'aurais jamais cru ça possible à l'époque où mes explications laissaient mes collègues circonspects face à ce qu'ils considéraient comme une idée bizarre, voire carrément folle. Peut-être que le problème venait de mes explications. J'ai jamais su être concis. Quand j'ai publié Dinosaures Capsule dans Omni, contrairement à mes autres travaux, l'article n'a suscité aucune réaction. J'imagine que c'était le genre de choses dont on ne parle pas dans les cercles scientifiquement corrects. Avec le recul, je me demande si quelqu'un l'a lu, à part Michael Crichton. Mais ça a suffi. Avec Jurassic Park, la science-fiction a rendu respectable des idées scientifiques complexes et novatrices. Derrière la reconnaissance de façade envers Crichton pour avoir démocratisé son idée, on sent poindre l'amertume de n'avoir pas su lui-même utiliser la fiction pour toucher le public. Mais il déplore aussi à mots couverts la connotation anti-scientifique que l'auteur de Jurassic Park a donnée à cette idée. Je me réjouis de voir à quel point la science rejoint la fiction. Mais il est impossible pour moi d'oublier l'avertissement énoncé par le personnage de Jeff Goldblum dans le film. Quelques personnes m'ont dit que le film est obscurantiste, que je devrais être révolté contre ces paroles qui salissent mes idées. Je ne le suis pas. Jurassic Park fait ce que la bonne science-fiction est supposée faire, nous prévenir de ce qui peut arriver. Je crois pas vraiment que des dinosaures recréés pourraient nous poser des problèmes comme ceux qu'on voit dans le film. Je vois un danger plus pernicieux.
à cause de ma recette, il est devenu habituel dans certains cercles de ne plus se préoccuper de la préservation des espèces, puisque nous pourrions désormais recréer celles qui disparaissent. Ironiquement, consciemment ou non, Pellegrino estime que le seul danger de la science est l'excès d'optimisme. Ce même trait de caractère qui l'a fait exclure des cercles scientifiques et qui l'a empêché de voir que son idée était meilleur pitch de science-fiction que sujet d'étude. Pellegrino consacrera la décennie suivante à poursuivre cette opportunité manquée, en publiant 4 romans de fiction entre 1993 et 1999. Ce sont tous des bouquins de hard SF qui s'appuient sur des concepts scientifiques poussés. 3 d'entre eux sont des histoires qui se déroulent dans l'espace, le 4e est plus particulier. En 1998, Pellegrino publie le roman Dust. On y suit un protagoniste nommé Richard Sinclair, qui se décrit comme un scientifique aventurier. Curieux de tout, il ne veut pas se spécialiser dans un domaine de recherche particulier, et ses méthodes atypiques lui ont attiré certaines inimitiés auprès de scientifiques plus académiques. Au début du livre, il joue avec sa fille à un jeu vidéo qu'il a développé lui-même, et dont les graphismes sont décrits comme plus réussis que ceux de Jurassic Park 3. Tout au long du livre, on a des allusions régulières à Jurassic Park, via des similitudes narratives ou des clins d'œil appuyés, voire même des citations directes. À un moment, il est dit tel quel, la vie avait une drôle de façon de trouver un chemin. Ou même, je déteste ces conneries d'informaticiens. Le ton est donné, le personnage de Richard Sinclair est un alter ego fictif de son auteur, et il a un compte à régler avec Jurassic Park. Richard Sinclair a un ennemi juré, Jerry Sigmund. Sigmund est un animateur radio qui surfe sur le conspirationnisme. Il exhorte ses adeptes à faire leurs propres recherches et à ne pas croire les médias. Il répète à ses auditeurs que si tout va mal pour eux, c'est à cause des journalistes et des scientifiques, à qui il reproche littéralement de passer plus de temps à essayer de créer Jurassic Park qu'à trouver un remède au cancer. Le bouquin va plonger les 2 personnages au cœur d'une catastrophe écologique mondiale provoquée par la disparition pure et simple de certaines espèces d'insectes. Alors que la civilisation s'effondre, Sinclair et ses collègues tenteront de trouver une solution pour enrayer durablement la catastrophe. Au terme d'un raisonnement qui se tient, mais dont je vous passe les détails, la solution retenue sera de cloner des insectes préhistoriques, grâce à leur ADN, retrouvé bien évidemment dans l'ambre. Pendant ce temps, l'obscurantiste Sigmund va exhorter la population à lyncher les scientifiques, qu'il désigne comme responsables de la catastrophe, et à détruire leurs travaux. Pellegrino se met donc en scène en héros, sauveur de l'humanité grâce au clonage d'espèces disparues. Face à lui, un beau parleur qui conspue cette idée et mène l'humanité à sa perte en refusant de faire confiance à la science. J'aurais aimé trouver quelque chose, un argument imparable, qui aurait permis de dire que le méchant dans Dust, qui d'ailleurs meurt en se vidant de ses intestins comme Dennis Nedry, était un pastiche intentionnel de Michael Crichton. J'ai rien trouvé de concret, mais il est pourtant évident que Pellegrino utilise Dust pour se réapproprier son idée de clonage d'espèces disparues et lui réinsuffler l'optimisme qu'il entendait initialement. Et il règle ses comptes avec le discours anti-science infusé dans Jurassic Park. Il fait de Dust une fiction à son image, un Jurassic Park optimiste. En fait, Pellegrino a placé toute sa vie dans Dust. C'est un pot-pourri d'idées, d'apartés inutiles, de théories et de démonstrations scientifiques, souvent assommantes, et qui sont issues de tous les travaux qu'il a menés au cours de sa carrière. Il déroule ses idées comme autant de parenthèses dans le récit, juste parce que ça lui fait plaisir. Entre autres, il raconte en parallèle de l'histoire principale la progression d'un robot qui creuse la croûte de glace d'un satellite de Saturne jusqu'à trouver une trace de vie. Dans les notes en fin de livre, on comprend que ce robot correspond à un prototype que Pellegrino a réellement conçu quelques années plus tôt. Et donc ce qui se passe dans son bouquin, c'est la réalisation fictive de l'hypothèse avant-gardiste qui lui avait valu le rejet de sa thèse 15 ans plus tôt et qu'il avait poursuivi par la suite. Autre exemple, Pellegrino est membre de l'Association américaine pour l'avancement des sciences.
une association qui a pour objectif de promouvoir la collaboration des scientifiques entre eux, indépendamment des enjeux politiques et économiques. Et dans son livre, des labos du monde entier sont en contact pour tenter de trouver une solution à la crise, malgré les guerres qui se déclenchent un peu partout. À la fin, les scientifiques new-yorkais survivants fuient les États-Unis après que leur travail ait été réduit à néant. Ils traversent l'Atlantique à bord d'un dirigeable en fibre de maïs, qui est aussi la réalisation fictive d'un autre prototype conçu par Pellegrino. Ils emportent avec eux leur savoir et leur optimisme, et ils trouvent refuge en Europe avec l'intention de tout recommencer, pour sauver le monde avec des insectes préhistoriques clonés. Là encore, ça aurait fait une belle histoire de conclure en disant que l'arc des sauterelles dans Dominion était directement inspiré des insectes préhistoriques clonés dans Dust. De dire que la boucle était bouclée et que Pellegrino trouvait enfin l'hommage qui lui était dû. Mais je n'ai rien trouvé de concret pour aller dans ce sens. Pourtant, il y a un aspect de la vision de Pellegrino qui mériterait d'être considéré par la saga Jurassic Park, c'est la confiance envers la science. Et à travers plusieurs axes, Jurassic World Dominion tente de réinsuffler cette confiance. En changeant l'intention derrière les origines de Maisie, pour en faire quelque chose de positif plutôt qu'une volonté de ressusciter les morts, en évoquant les manipulations génétiques sous l'angle de la thérapie génique, en atténuant les intentions néfastes de Biosyn, surtout dans la version longue, en offrant un arc de rédemption au Dr Wu qui lui permet d'utiliser ses talents à bon escient pour sauver le monde, et enfin, en ouvrant la porte à l'idée jusqu'ici taboue que les humains et les dinosaures pourraient cohabiter, en tout cela, Jurassic World Dominion constitue un pas de côté sur la question scientifique au sein de la saga Jurassic. Plus de 30 ans après Pellegrino, la saga commence donc à remettre en question l'héritage philosophique écrasant de Michael Crichton et à sortir de cette culpabilisation permanente de la découverte scientifique. Ça aurait fait une belle histoire, mais malheureusement pour Pellegrino, ce n'est pas lui qui a directement influé sur ce changement de paradigme. Et la saga Jurassic Park ne lui rendra probablement jamais ce qu'il a initié malgré lui. C'est comme ça.